Bonjour Nicolas, est-ce que Bonjour à vous tous. nous entendez? Très bien, Ah, parfait. bah, écoutez, voilà, donc nous sommes tous réunis pour vous écouter aujourd'hui, donc dans le cours de droit des entreprises de biotechnologie. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Et Je vous donc en prie. voilà, comme annoncé, donc vous avez 30 minutes hein, pour voilà, nous parler de votre parcours de chercheur et aussi d'entrepreneur, puisque ça nous intéresse effectivement tout particulièrement. Et puis ensuite, voilà, avec les petites questions que nous allons relever, j'en suis sûre, au cours de votre intervention, eh bien, si vous en êtes d'accord, on pourra voilà, avoir un petit échange à la suite de Merci. votre intervention. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, mais je veux bien que vous m'autorisiez à partager l'écran. Ah, très bien. Alors, attendez. Je, j'y vais de ce pas. Plusieurs participants, voilà. Je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon. Très bien, merci. Voilà, vous me dites quand vous voyez Ça y est, ça s'affiche. C'est parfait. très bien, je vais essayer d'enlever ça. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un peu un résumé de ce que je fais au laboratoire et comment en fait et pourquoi j'ai créé une start-up. Et évidemment, si vous avez des questions, vous m'interrompez, il y a aucun problème. Ça va être plus fluide comme cela. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Gilles. Vous avez mon mail en bas si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et puis, je travaille au CEA, qui s'appelle maintenant Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dans un département qui s'appelle Médecine et technologie pour la santé. Et comme l'indique mon titre, je travaille sur les toxines animales pour essayer de développer des nouveaux candidats thérapeutiques. Et donc là, je vais vous faire un peu donc une overview de ce que j'ai fait sur ces dernières années pour passer de la paillasse vers la start-up et on espère jusqu'au lit du patient. Et juste avant, trois petites phrases pour définir un peu ce que c'est que la science et comment on y répond, et pour permettre de faire un petit peu, non pas une hiérarchie, mais de bien comprendre en fait ce que nous, chercheurs, comment on essaye de travailler. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces trois phrases-là, qui sont que le chercheur en fait sait identifier la question et le pourquoi elle est d'intérêt. Et ça, c'est un travail qui demande énormément de maturation scientifique, de connaissances. Et c'est pour ça qu'il faut quelques années avant de devenir chercheur. L'ingénieur, lui, il sait comment y répondre techniquement, parce qu'évidemment, il y a des hypothèses qui sont émises et il faut y répondre par des expérimentations. Et le technicien, lui, sait réaliser correctement les expériences qui sont organisées par l'ingénieur. Et donc, l'idée là, c'est de vous montrer la différence qu'il y a entre un ingénieur et un chercheur et comment, en fait, intellectuellement, c'est organisé et pourquoi les chercheurs, en fait, passent beaucoup de temps à réfléchir. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement depuis maintenant plusieurs années, c'est de répondre à des besoins médicaux et donc d'essayer de faire bénéficier aux hommes des avancées technologiques et thérapeutiques pour améliorer leurs conditions de vie. Et donc, ça passe par découvrir des nouveaux médicaments, pardon, mais au préalable, de définir ce que c'est qu'une cible thérapeutique. Et c'est pour ça que je l'ai entourée, qu'elle est au centre de la diapositive, parce qu'en fait, la cible thérapeutique va être le point central de toute la réflexion, à savoir est-ce qu'elle est réellement reliée à un besoin médical et comment adresser cette cible thérapeutique pour développer un nouveau médicament. Et moi, ma spécialité, c'est de travailler sur les animaux venimeux. Vous avez quelques exemplaires là sur la diapo.
Donc, on connaît tous les araignées, les scorpions ou les serpents, ou bien même les abeilles. Mais il faut savoir aussi qu'il y en a chez certaines fourmis, les anémones de mer, certains poissons-pierres et même des poulpes. Et pourquoi donc, ce que j'ai mis en place au laboratoire dans mon groupe, qui s'appelle l'équipe toxines, récepteurs et canaux, c'est tout un pipe de développement qui va du venin, qui est représenté en bas à gauche de la diapositive, l'identification d'une cible thérapeutique. Je vais essayer de vous mettre mon pointeur. Ce sera donc les venins qui sont ici, que l'on va cribler sur des cibles thérapeutiques que l'on a préalablement identifiées. On trouve des toxines qu'on appelle des hits, et puis on va les produire par synthèse, on va les étudier en termes de pharmacologie in vitro, pharmacologie ex vivo sur des muscles, des nerfs ou des morceaux de tissu, faire de l'imagerie et les tester in vivo pour développer soit des kits de diagnostic, soit des nouveaux médicaments. Donc, toute cette panoplie de technologies a été mise en place petit à petit au laboratoire, ce qui nous permet d'aller du venin jusqu'à la démonstration chez l'animal. Et pourquoi je m'intéresse aux toxines animales? C'est un monde que j'ai découvert pendant ma thèse et qui est assez fascinant de diversité et de complexité. Mais si on reste sur la dimension médicaments, en fait, ce sont des peptides qui sont donc des mini-protéines qui sont très très stables, qui ont évolué au cours des millions d'années de l'évolution pour être excessivement actifs quand ils sont injectés. Parce que vous imaginez bien qu'un animal venimeux, quand il veut immobiliser ou tuer une proie, il ne faut pas que ça mette un quart d'heure. Et elles ont, ces toxines-là, deux caractéristiques qui nous intéressent très particulièrement en pharmacologie, c'est l'affinité et la sélectivité pour leurs cibles, qui sont des protéines membranaires que je vais, au cours de la présentation, appeler cibles thérapeutiques. Et juste un petit mot pour vous montrer à quel point les animaux venimeux sont très, très, très diverses, parce qu'on les trouve dans toutes les clades, que ce soit sur terre ou en mer, avec des animaux comme les scolopendres, certaines punaises, certains papillons, des escargots marins, certains poissons et même certains mammifères comme les marsupiaux. Alors là, c'est un film. Vous me dites si vous allez. Alors, je vous explique. Donc, c'est un film qui va montrer un cône marin. Un cône marin, c'est un escargot. Donc, vous imaginez à quelle vitesse un escargot, ça peut se déplacer. Et pourtant, cette espèce-là de cône mange des poissons grâce à une stratégie de capture absolument remarquable. Donc, je vais vous passer le film qui dure 1 minute ou deux. Et vous me dites si vous entendez les commentaires. Ah, bon, alors attendez. Voilà. Donc, vous entendez les commentaires ou pas? Enfin, déjà la musique? On the ocean floor is a cone snail. Oui, c'est en anglais, c'est It ça? looks harmless, but appearances can be Ah, attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas compris. C'est en anglais, shell. les commentaires, c'est ça? Oui, est-ce que vous les entendez? Oui, on les entend, oui. Ah, très bien, super, ok, parfait. Merci. Alors, je remets. Voilà. It looks harmless, but appearances can be deceiving. 4 tubes jut out from its shell. The long one at the top is a siphon, which it uses to inhale water and detect prey. The smaller ones on either side are its eye stalks, and in the middle, a deadly proboscis.
concealed within the tip is a lethal weapon. A harpoon loaded with a neurotoxic mix so complex there is no antivenom to thwart it. It's armed with at least 100 different toxins, more than any other creature. When some cone snails go hunting, they like to burrow into the sand and wait. When a meal happens by, the cone snail fires its harpoon. The poisons quickly paralyze the fish. Once its prey is helpless, the cone snail retracts it through its proboscis until it engulfs the fish, swallowing it whole. The snail is no longer hungry, and its appearance no longer harmless. Voilà, alors ce petit film, donc vous avez tous bien entendu? Oui. Oui, ok. Donc ce petit film en fait montre un peu le côté toxique, enfin plus que un peu, le côté toxique des venins et la capacité en fait à des animaux qui sont incapables de se mouvoir rapidement, de capturer des proies rapides comme des poissons et d'une façon quasi instantanée. En fait, cette notion de poison, il faut toujours la mettre en balance parce que c'est la dose, comme je le marque là dans cette diapo, c'est la dose qui fait le poison. Par exemple, l'eau est toxique à partir de 8 litres par jour. Et puis, une molécule active, c'est un poison ou c'est un médicament. Par exemple, le curare qu'utilisent certaines tribus d'Amazonie, c'est un poison parce que ça permet de tuer les proies plus facilement. Et puis, c'est un médicament puisque les médecins les utilisent pour immobiliser les patients lorsqu'il y a des chirurgies pour bloquer les muscles. Donc, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on adresse la bonne activité au bon patient, ben, on a un bon médicament. Et une molécule toxique, en fait, ça n'existe pas. C'est juste une question de dose. Et un exemple qui est d'un médicament qui est sur le marché, c'est le petit flacon que vous avez sur la diapositive, en fait, qui est un antidouleur et qui est issu aussi d'un cône marin comme celui-ci. Donc, d'une molécule active, on peut en faire un poison, on peut en faire un médicament, tout dépend comment c'est adressé et à qui. Pour parler développement médicament, je voulais vous présenter cette frise, l'échelle qu'on appelle TRL, Technology Readiness Levels, qui est une façon en fait de résumer comment on passe d'une idée à un produit qu'on met sur le marché. Et celle-là, elle est particulièrement bien appliquée pour le développement thérapeutique. Et donc, je voulais vous la présenter. Vous avez sur la gauche, en rouge, la partie recherche avec des TRL entre 0 et 3, où là, c'est plutôt les stratégies qu'on va être utilisées, la découverte de nouvelles molécules. Les ronds jaunes que vous voyez là, ça s'appelle des POC, ce sont des Proof of Concept. C'est la démonstration de l'efficacité, soit chez les animaux quand on est au TRL 4, soit chez l'homme quand on est au TRL 7-8. La partie centrale en violet, c'est
le début de la partie industrielle d'un développement thérapeutique où on commence à tester le médicament chez le patient, ce qu'on appelle les phases 1 et 2. Et puis la dernière partie, c'est la confirmation de l'activité de la molécule sur les patients et la mise sur le marché du médicament. Alors si on développe un petit peu, la première partie rouge, elle est surtout axée sur l'efficacité et la toxicité de la molécule que l'on a trouvée chez les animaux. C'est ce que l'on fait dans un contexte de recherche et c'est ce que l'on fait au laboratoire. Ça veut dire, en fait, si on prend un peu la liste là, on commence par identifier un besoin médical, en tout cas moi dans ce que je fais. On identifie un besoin médical, on le relie à une cible thérapeutique, donc c'est une molécule à l'intérieur du corps dont l'activité va être modulée pour répondre à ce besoin médical. On met en place un test de criblage pour trouver des nouvelles molécules. Donc moi, je crible sur les venins pour trouver des nouvelles toxines. On fait la caractérisation pharmacologique des hits, donc de toutes les molécules qu'on a trouvées. Il y a une partie très importante qui est en gras, qui s'appelle Hit to Lead Optimization. C'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer la molécule qu'on a trouvée ou sélectionner la meilleure des molécules pour ensuite passer à la démonstration de l'efficacité sur souvent des rats et des souris, une estimation de la toxicité pour savoir si on a quelque chose qui est efficace mais pas toxique ou pas trop toxique. Et puis on commence à travailler pour savoir si on a une molécule qui est fabricable. Parce que bien évidemment, si à la fin on n'arrive pas à fabriquer la molécule parce qu'elle est très compliquée, pour l'industrialisation, ça va être très, très difficile. La partie violette, c'est les premières preuves d'efficacité et de toxicité chez l'homme. Et on peut la diviser en deux parties. TRL 5, 6, c'est une fois qu'on a choisi le candidat thérapeutique, on fait fabriquer cette molécule par des sociétés qu'on appelle des CDMO, qui sont des spécialistes pour répondre à des besoins sur mesure. Donc là, c'est fabriquer la molécule avec une certaine qualité. Et on fait la toxicité, ce qu'on appelle réglementaire. C'est-à-dire que là, on est obligé de suivre un cahier des charges très précis imposé par la FDA aux États-Unis, donc Food and Drug Administration, ou l'EMA en Europe, European Medical Agency, pour amener la démonstration qu'on a une molécule qui n'est pas toxique. À partir de là, on rédige un document qui s'appelle Investigational New Drug, IND, qui est un très très gros document, très compliqué à écrire, et que l'on va présenter aux agences des médicaments qui vont, si on a bien fait notre travail, nous autoriser à administrer la molécule chez l'homme. Et donc là, c'est la deuxième partie de cette partie violette, TRL 6 et 7. C'est-à-dire qu'on va faire une phase 1 qui est l'administration de la molécule chez les personnes saines, et pour voir si chez les personnes saines, on est toxique ou pas, ou on est toxique à partir d'une certaine dose. Et puis la phase 2, qui est le premier essai chez les patients. Et c'est ce qu'on appelle donc la POC chez l'homme, qui est ici représentée en jaune. Et puis enfin, il y a la troisième phase, qui est la phase 3, où là, on doit établir chez un nombre de patients beaucoup plus important la balance entre l'efficacité et la toxicité. Parce que vous l'avez compris, il n'y a aucun médicament qui n'est pas toxique. Ça va vraiment dépendre de la dose qu'on a besoin d'y mettre. Et donc, il faut une balance efficacité et toxicité évidemment positive, sinon le médicament n'est pas autorisé. Et puis la phase 4, qui est l'accès au marché, où là, c'est encore un autre métier pour convaincre les organismes payeurs comme la sécurité sociale de payer le médicament. Si je reviens maintenant à mon histoire, la première phase, comme je vous l'ai dit, ça se passe au laboratoire. Il faut bien compter une dizaine d'années pour
passer de l'idée d'un besoin médical à une molécule qui a l'air de tenir la route. Et puis, le coût, c'est entre 3 et 5 millions d'euros d'investis pendant ces 10 ans. Quand on arrive à une molécule, quand on arrive à un candidat thérapeutique, on passe donc à la phase du milieu, et là, c'est pris en charge par les startups. Il n'y a quasiment plus de recherche en amont qui est faite par ce qu'on appelle les big pharma, comme Sanofi, Bayer et d'autres. C'est souvent donc qu'il faut souvent passer par des startups. Et cette phase-là, il faut à peu près 2 à 4 ans et ça coûte à peu près entre 5 et 10 millions d'euros. Et puis la dernière phase est souvent faite par l'industrie pharmaceutique parce que c'est encore un autre métier. Et là, c'est plutôt 3 à 5 ans et plusieurs centaines de millions d'euros. Donc voilà un peu comment, dans le concret, ça se passe. Alors, si maintenant, je vais vous raconter ce sur quoi je travaille depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui au laboratoire. Donc en 2007, j'ai identifié un besoin médical non satisfait pour 2 pathologies que je ne vais pas développer ici, mais qui sont l'hyponatrémie et la polykystose rénale. Ce sont 2 maladies qui affectent les reins. Et vous avez ici un petit schéma d'un rein. Ici, si vous vous souvenez, c'est une unité de filtration. Donc c'est là où l'urine est fabriquée et où le sang est filtré et nettoyé. Et dans cette partie-là rouge de l'unité de filtration, il y a un type de cellule qu'on appelle les cellules principales qui expriment un récepteur membranaire. Donc ça, c'est ma cible thérapeutique, c'est le V2R. Et quand on bloque ce V2R, on bloque la concentration urinaire. Donc ça veut dire que la diurèse augmente. Donc on va plus souvent aux toilettes et on boit évidemment beaucoup plus. Et ce blocage de ce récepteur-là adresse les 2 pathologies dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'hyponatrémie et la polykystose rénale. Ça, ce sont les définitions des deux pathologies. Il y a l'hyponatrémie, c'est une maladie métabolique, et la polykystose rénale, c'est une maladie génétique. Donc, je vous dis, le traitement, c'est le blocage du V2R. Et pourquoi il y a un besoin médical? Parce qu'il n'y a qu'un seul médicament sur le marché qui s'appelle le tolvaptan, mais qui couvre que 10% des besoins parce que c'est un mauvais médicament. Il a une toxicité pour le foie qui est révélée. Il a des interactions avec les autres médicaments qui n'est pas bonne du tout. Et donc, il ne couvre que très peu des besoins. Donc, voilà un peu comment j'ai établi que cet axe thérapeutique était intéressant et répondait à un besoin non satisfait. Donc, à ce moment-là, j'ai mis en place, avec le laboratoire, un criblage. Donc ici, vous avez la structure tridimensionnelle du récepteur. Un criblage pour trouver des toxines dans ces fabuleux petits animaux actifs sur ce récepteur. Donc là, on est déjà en 2010. Et en 2010, on a trouvé la molécule qu'on appelait la mamba-corétine. Mamba parce qu'elle vient de ce serpent-là, serpent africain, le mamba vert. Et corétine parce qu'elle a un effet aquarétique, perte d'eau, et c'est l'effet que l'on recherche. Alors là, je vous ai mis un petit point d'interrogation sur le protocole de Nagoya, puisque Aloïse m'a demandé d'en parler un peu. Moi, je ne connais pas bien le détail de ce protocole, mais vous avez dû voir ça. Il a été mis en place pour éviter le biopiratage des ressources naturelles des pays pauvres. Donc là, on est typiquement dans ce cas-là, puisque le mamba vert, il vient d'Afrique de l'Est. Et je suis allé à un congrès en Australie l'année dernière où on a beaucoup parlé de ce protocole-là. Et donc, plusieurs collègues et plusieurs industries pharmaceutiques aussi ont eu le même raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il y a ce protocole-là, qui devrait obliger de passer des accords avec chacun des pays
susceptibles de contenir une ressource naturelle exploitable par les labos ou par l'industrie pharmaceutique, ce qui est juste impossible à faire avec des pays qui sont malheureusement peu développés, avec très peu de moyens, ben ce protocole de Nagoya a énormément bloqué la recherche, en fait. La conclusion, après il a une bonne dizaine d'années, ce protocole-là, c'est que il a détourné beaucoup d'industries pharmaceutiques de continuer à rechercher des substances naturelles. On en reparlera plus tard si vous voulez, si vous-même vous avez des points de vue là-dessus. Donc, pour revenir à notre histoire, en 2010, on trouve l'amembacorétine. Pendant quelques années, 2013-2016, on l'étudie. D'abord, on la fabrique. C'est-à-dire que je n'utilise pas le venin pour me fournir en membacorétine. On a évidemment obtenu sa séquence, sa structure, et on fait de la chimie pour produire les quantités dont on a besoin. Et donc, on s'affranchit de la ressource naturelle. Ici, vous avez un test d'affinité qui nous montre qu'on a une toxine qui est très affine, 5 nanomolaires, et très sélective, puisque vous voyez qu'elle ne va pas sur les autres récepteurs. Donc là, on est content, on a quelque chose qui va uniquement sur notre cible thérapeutique, le V2R. Ici, au milieu, c'est une expérience en fait où on a injecté des doses croissantes de toxines chez le rat et on voit que son volume urinaire augmente. Donc, on a bien un blocage in vivo du V2R au niveau des reins et qui augmente la diurèse, et c'est l'effet qu'on cherche. Et puis sur la droite, ce que vous voyez, ce sont des coupes de reins de souris PCY, qui est une souris particulière qui développe spontanément des kystes. Le groupe contrôle, ici en bleu, n'a pas évidemment été traité par la membacorétine, et vous avez que la coupe est grosse avec de grosses parties blanches, alors que les souris qui ont été traitées avec la membacorétine montrent des coupes beaucoup plus petites, des reins beaucoup plus petits et beaucoup moins de parties blanches. Les parties blanches étant les kystes. Donc là, on a une démonstration, une POC, comme je vous ai dit tout à l'heure, une démonstration, une proof of concept de l'efficacité de la molécule dans un modèle animal. En 2014, j'ai déposé le premier brevet. Évidemment, les brevets, comme vous le savez, c'est très important pour protéger son invention. Et ma stratégie était, à l'époque, non pas de faire une start-up, mais de trouver un partenariat avec des industriels. Donc, j'en ai cherché, j'en ai trouvé un, mais ça n'a pas été bien loin. Ça a pris beaucoup de temps, ça n'a pas été bien loin, ça n'a pas été très positif. Pendant ce temps-là, évidemment, le temps avance et on continue à étudier la molécule. Là, on arrive à peu près en 2019. Ici, vous avez un modèle d'interaction moléculaire entre la membacorétine qui est en verte, ici, et le V2R, notre récepteur, qui est en orange. Alors, ce genre de petit modèle est très intéressant parce qu'il nous montre comment la toxine interagit au niveau moléculaire avec sa cible. Et quand on sait comment elle interagit, ça veut dire qu'on sait aussi comment la modifier pour l'améliorer. Et donc ici, on est à l'étape d'optimisation d'un hit. Donc le hit, c'est la molécule naturelle qu'on a trouvée. Vers un lead, c'est la molécule qui va devenir le candidat thérapeutique et que j'ai appelé la MQ232, parce que c'était la 232e forme de cette molécule-là qui a été fabriquée, testée, évaluée. Alors, cette MQ232 a des propriétés pharmacologiques meilleures que la forme naturelle. Et on l'a démontré sur un autre modèle de kyste, où vous voyez que plus on applique la 232, plus les kystes sont réduits. Et puis on a fait de la safety, donc de la toxicité aiguë, toxicité chronique, et les résultats étaient très bons. C'est-à-dire que on a une toxine qui vient d'un serpent qui est ultra toxique, et pourtant elle n'est pas par elle-même toxique. Et on a obtenu un index thérapeutique supérieur à 100. Alors ce chiffre-là est très important parce que l'index thérapeutique ou la fenêtre
thérapeutique, c'est le ratio qu'il y a entre la dose efficace et la dose toxique. Et donc là, on a une dose efficace qui est à peu près à 3 microgrammes et on commence à avoir un effet toxique uniquement à 3000 microgrammes. Et donc, on a un index thérapeutique supérieur à 100, ce qui est vraiment excellent. Ça nous a permis de déposer un deuxième brevet. Et là, je me suis dit qu'il était temps de faire une start-up. Alors, le deuxième brevet, il est vraiment stratégique, puisque le premier, qui date de 2014, là, on arrive déjà en 2021. Ça veut dire que le brevet a déjà 7 ans. Et c'est déjà un vieux brevet, puisqu'en fait, la molécule n'est toujours pas sortie du laboratoire. Le brevet couvre l'invention pendant 20 ans, plus 5 ans si c'est un first in class, s'il a des propriétés un peu particulières. Souvent, les médicaments arrivent à obtenir 5 ans supplémentaires. Mais ça veut dire que comme il reste encore beaucoup de travail pour le mettre sur le marché, il faut lancer le développement thérapeutique très tôt après le dépôt du brevet. Et donc, en 2020, 2021, je me dis qu'il est temps de faire une start-up et peut-être aussi de croire en fait que voilà, j'ai développé une molécule qui peut avoir un vrai intérêt pour la santé de millions de personnes. Et donc, j'ai créé V4Cure et je vais vous expliquer maintenant un peu comment je suis passé du labo à la start-up. Et on a défini, et là maintenant, quand je dis on, je parle de l'équipe V4Cure, la mission de V4Cure qui est de développer des médicaments innovants, donc à partir de venin, pour les maladies cardio-rénales. Alors, comment en fait on crée une start-up? Ben, grosso modo, en tout cas en biotechnologie, en développement de médicaments, parce que on est dans un domaine très à part dans les startups. Quand on fait du kit de diagnostic, on a une espérance d'être sur le marché en 2 et 3 ans. Là, vous allez voir que les temps et les montants qu'il faut investir sont très, très différents. 3 piliers essentiels pour monter une startup, pour faire du développement thérapeutique. C'est d'abord la technologie. Donc, je vous ai expliqué tout ce que j'avais fait sur la molécule. On a une molécule qui a un vrai potentiel, en tout cas chez l'animal. Le deuxième pilier, c'est l'équipe. Et ça, c'est essentiel. 70% des biotech ne survivent pas à cause d'un problème d'équipe, d'entente, de stratégie. Et puis, bien sûr, dans notre cas, il faut avoir réellement identifié un besoin médical, parce que sinon, s'il n'y a pas de besoin médical, ça ne sert à rien. Alors, voici l'équipe. En fin 2020, par du réseau, j'ai rencontré Sonia, qui est une spécialiste de biotech, qui est une spécialiste de développement thérapeutique, qui a déjà fait plusieurs biotech, des levées d'argent, etc., et qui a donc de nombreuses années dans ce domaine-là. Et donc, c'est avec Sonia que j'ai commencé à travailler. Et juste pour vous dire, hein, on a commencé à travailler ensemble fin 2020 et on a créé la startup début 2023. Donc, il a quand même fallu 2 ans pour maturer, pour voir si on s'entendait bien, pour voir, pour laisser aussi le temps à Sonia d'estimer si la molécule sur laquelle je travaille valait la peine d'investir énormément d'efforts. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps. Et puis, Sonia a fait rentrer en tant que fondateur Nabil, qui est un financier, qui connaît très très bien les biotech d'un point de vue finance. Et donc là, on couvre à nous trois les aspects essentiels pour une startup, la technologie scientifique, bien sûr, que je porte, le management d'une biotech par Sonia, et puis l'aspect financier, qui est le plus important, en tout cas le plus dur à trouver, par Nabil. La troisième dimension, évidemment très importante, c'est le besoin médical. Et ça, ce qui veut dire qu'il faut faire des études de marché, qui sont des choses qui sont
assez compliqué à faire. Donc, il faut interviewer beaucoup de médecins pour savoir ce qu'ils pensent de la molécule, quels sont les patients à adresser. Il faut étudier l'accession du marché, même si, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'échelle TRL, c'est la pharma qui va s'occuper de mettre sur le marché, mais en fait, il faut lui montrer avant qu'il y a un marché. Il faut regarder aussi l'adhésion des patients au traitement qu'on va proposer. Si c'est un traitement qui est lourd, qui est compliqué, est-ce que les patients vont adhérer au traitement? Si les patients n'adhèrent pas au traitement, le traitement ne se vend pas, donc il n'y a pas de marché. Et puis, il faut avoir autour de soi des médecins qui croient en la technologie, qui vont être positifs, appuyés et nous aider aussi à faire les phases cliniques. Et puis, il faut regarder l'environnement et la compétition, c'est-à-dire que est-ce que dans le marché que l'on vise, il y a le nombre de médicaments qui sont sur le marché. Bon, là, c'est assez simple, je vous ai dit, il n'y en a qu'une. Et est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y a d'autres sociétés pharmaceutiques qui développent des produits concurrents? Bon, nous, on est dans un domaine où il n'y a pas de molécules concurrentes en développement. Et ce que j'ai appris en travaillant sur la startup, c'est qu'en fait, il vaut mieux se focaliser sur un petit segment de marché très bien défini, où il y a un besoin très clair, plutôt qu'un gros marché, mais pas bien défini. Et donc, l'exemple que je vous donne là, c'est, je vous ai dit qu'il y avait deux pathologies qu'on adressait, l'hyponatrémie et la polykystose. Et bien, l'hyponatrémie, par exemple, ça concerne 55 millions de patients par an dans le monde. Donc, c'est juste énorme. Mais nous, notre target, les premières phases cliniques qu'on veut faire pour mettre le médicament sur le marché, ça va adresser que quelques dizaines de milliers de patients. Mais on va les choisir pour être quasiment sûr que lorsqu'on va faire les phases cliniques, on va avoir des résultats positifs. Et la stratégie, c'est d'arriver sur le marché sur un petit nombre de patients et ensuite d'élargir progressivement à d'autres populations. On arrive en 2024, donc voilà, aujourd'hui, on a notre molécule, notre candidat thérapeutique que l'on a renommé V4C232 pour faire référence à la start-up. Et on se donne 3 ans pour aller jusqu'en phase 1. Donc la phase 1, je vous rappelle, c'est démontrer que la molécule n'est pas toxique chez les personnes saines. Pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a lancé l'étude réglementaire préclinique, donc tous les tests qui sont faits sur animaux pour valider la non-toxicité de la molécule sur des modèles animaux. Un des points cruciaux, donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'IND. Et l'IND, c'est donc le document qu'on va rédiger, qu'on va présenter probablement à l'Europe, l'agence européenne, parce que la phase 1, on va la faire en Europe. Et en fait, c'est l'agence européenne qui va fixer les règles. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire les règles? Ça veut dire qu'en fonction de la toxicité qu'on va découvrir dans les études précliniques, l'EMA va nous dire que on ne va pas être autorisé à injecter plus de tant de microgrammes ou de milligrammes de produits chez l'homme pour justement ne pas provoquer des graves problèmes de toxicité chez l'homme. Et tout ça, c'est basé sur les études précliniques. La deuxième phase, et là, on est déjà en 2026-2027, ça va être de faire la phase 2 chez des patients qu'on aura préalablement bien définis en fonction de leur pathologie et du petit segment de marché qu'on est en train d'affiner. C'est encore des processus qui sont en cours. Et là, on va avoir évidemment
des points très importants, qui est d'abord le recrutement. Le recrutement de patients, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est là où les cliniciens que l'on a emmenés avec nous dans cette aventure-là vont nous aider et vont être cruciaux pour faire le recrutement. On va avoir la question de la dose. Et là encore, c'est les agences qui vont fixer les règles. C'est-à-dire qu'en fonction des résultats obtenus en phase 1, ils vont nous dire, ben, vous n'avez pas le droit d'injecter plus de 10, par exemple. On imagine que dans la phase 1, on a vu une toxicité avec une dose de 100 ou un tout début de toxicité avec une dose de 100. Les agences peuvent très bien nous dire, ben, on vous limite à 10. Et si la dose thérapeutique, elle est à 8, à 10, à 12, pardon? Non, excusez-moi, on avait un petit souci d'écran. Ah, C'était l'autre. d'accord, je vous laisse C'est bon, reprendre. pardon. Voilà, tout va bien. Donc, je reprends toute la diapo ou... Non, pas du tout. C'est venait juste de se faire les 2 dernières secondes. Pas de souci. D'accord, très bien. Attendez tout, hein, pas de souci. Donc là encore, je disais que c'était les agences réglementaires qui allaient fixer les doses max, en fonction des résultats qu'on a obtenus en phase 1. Et donc je disais que si la dose toxique était estimée à être à 100, on pouvait très bien nous imposer de jamais dépasser la dose de 10. Et si jamais à 10, ben, on n'a pas un résultat très clair, on n'a pas des résultats escomptés très clairs parce qu'il aurait fallu tester 12, 15, eh ben, ça veut dire que la phase 2, elle n'est pas concluante. Et dans une startup, on n'a pas le droit de ne pas réussir la phase 2 parce que vous allez le voir après, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il y a une question de définition de points finaux, ce qu'on appelle les endpoints, qui est aussi là crucial d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vend quelque part aux agences de médicaments comme effet physiologique qu'on veut voir sur les patients pour quelque part maximiser les chances de les obtenir. Et évidemment, tout ça, ça va être dépendant de l'analyse statistique des résultats qui va être faite par des professionnels de l'étude statistique et indépendants qui vont recevoir tous les data bruts et qui vont sortir si on a atteint les endpoints ou pas. Et là, on espère 2027, 2028, que V4Cure soit racheté, idéalement pour plusieurs millions d'euros, parce qu'on est là aussi pour faire un peu d'argent, par une pharma qui va être convaincue que ce qu'on a fait a un vrai potentiel et qui va prendre la molécule et continuer, notamment la phase 3 et la phase 4, pour arriver sur le marché, grosso modo, en 2030 et mieux soigner les gens qu'avec avec le médicament actuellement sur le marché. Et je vous remercie pour votre attention. Et vous avez ici plein de sigles de différents labos à travers le monde qui ont, de près ou de loin, participé à cette aventure de quelques années. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était vraiment très très clair et puis merci, on parlait ce matin de vulgarisation, donc on vous remercie aussi d'avoir vulgarisé au maximum les termes biologiques et scientifiques effectivement pour nous autres juristes. Alors est-ce qu'il y a des questions peut-être de tous ordres? Peut-être pouvez-vous enlever peut-être le diaporama, Nico? Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Oui, alors parlez bien fort. Est-ce que vous allez nous dire si vous nous entendez bien, Nicolas? Allez-y, mademoiselle. Est-ce que du coup, pour financer vos recherches, vous avez dû faire des levées de fonds? Alors, quand je finance mes recherches, ce ne sont pas via des levées de fonds, mais ça ressemble un peu quand même, parce qu'en fait, ça s'appelle aller chercher de l'argent, soit à l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, soit à l'Europe, soit à différents appels d'offres. Et donc, on répond à des appels d'offres où on propose à des agences de financer certains aspects de recherche.
faut savoir que depuis Sarkozy, il a mis en place un système de financement de la recherche à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que moi, j'ai mon salaire qui tombe et j'utilise un laboratoire et l'électricité est payée, hein, pour faire simple, mais c'est tout. Donc, si je veux travailler, si je veux embaucher des gens, des thésards pour faire avancer la science et acheter du matériel, il faut que j'aille chercher l'argent, ce qui me prend à peu près 30% de mon temps. Ouais, c'est extrêmement chronophage pour le reste de vos activités, en fait. C'est très, très, très chronophage, mais voilà, c'est le système qui a été mis en place. Merci. Monsieur Bourréquin, Oui. vous leviez la main, allez-y. S'il vous plaît, j'ai une question. Je voulais savoir, parce que, par rapport à ces serpents donc, qui vont être capturés en Afrique, c'est-à-dire de quelle manière ils vont être, de quelle manière on va extraire le venin c'est-à-dire à quelle fréquence, voilà. Alors, en ce qui concerne les gros serpents et notamment les mambas, moi j'achète le venin directement chez des fermes d'élevage qui se trouvent en Afrique du Sud. Et donc c'est une personne qui élève plusieurs serpents et qui traite, on appelle ça traire, le venin. Alors c'est assez simple, hein, il suffit. Vous imaginez quand même qu'il faut un certain doigté. Il suffit d'attraper le venin par sa tête et de lui faire mordre un ver, tout simplement. Et en fait, le serpent va mordre le ver, le venin va s'écouler de ces deux dents creuses qu'il a sur le devant de la bouche, et le venin va couler dans le verre. Alors, cette personne-là fait ça, en fait, pour récupérer énormément de venin, pour ensuite les injecter à des chevaux qui vont développer des anticorps contre de nombreuses toxines de ce venin. Il va extraire ces anticorps-là pour faire des anticorps thérapeutiques pour essayer de sauver les gens qui se font mordre par ce serpent. Donc là, c'est un des axes très, très importants quand on travaille sur les toxines. Il y a énormément de gens qui travaillent pour protéger la population de morsures de serpents. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1,5 million de personnes par an dans le monde qui se font mordre par principalement des serpents, mais aussi des scorpions. Et il y en a, je crois, presque un quart qui décèdent de ces morsures. Donc cette personne-là, en fait, élève des serpents pour ensuite faire des anti-venins. Moi, je profite de cette activité pour acheter le venin que je reçois au laboratoire sous forme d'une poudre. Et moi, je travaille sur le venin, je ne travaille pas sur les animaux, je n'ai pas cette capacité. D'accord, c'est tout à fait intéressant. Mais quand vous dites effectivement qu'ils sont injectés, enfin que le venin est injecté dans les chevaux, quelle est la dose en fait d'injectation pour que ça ne soit pas mortel, j'imagine, puisque ça n'aurait Oui, plus oui, d'intérêt oui. non plus. Donc, le venin est co-injecté avec un adjuvant. Un adjuvant, en fait, c'est une molécule qui va surstimuler le système immunitaire. Et donc, ce sont des doses non létales, bien évidemment, pour le cheval, hein. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. Oui, c'est Et tout à fait intéressant. le cheval, en fait, et le sang du cheval est prélevé régulièrement pour récupérer les anticorps dans son sérum. Et s'il vous plaît, en termes de souffrance animale, est-ce qu'il y a un cahier des charges qui a été établi pour Alors, mesurer, c'est-à-dire l'impact que ça a sur les serpents, par exemple, en l'occurrence? alors, sur les serpents, je dirais que l'impact sur leur bien-être est comme tout animal qui est élevé en cage. Ensuite, prélever du venin sur un serpent, je n'ai pas l'impression, mais je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas l'impression que ça soit très perturbant. D'accord. Euh,
peut-être que c'est plus perturbant sur les araignées, où là, on est obligé d'appliquer un petit courant électrique sur les glandes à venin des araignées pour que le venin sorte. D'accord. Et les chevaux, parce que c'est vraiment très intéressant, moi je ne savais pas du tout hein, ça. Est-ce que c'est la même personne effectivement dans la ferme d'élevage des serpents qui a aussi les chevaux, ou bien elle envoie effectivement à un En autre général, élevage? c'est séparé parce que c'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes compétences. Et souvent, les venins sont envoyés à des instituts Pasteur, parce qu'il y en a quand même pas mal dans le monde, qui se chargent de l'aspect euh, immunothérapie. D'accord, très bien. Oui, parce que là, on est hors Union européenne, donc de toute façon, la directive sur l'expérimentation animale ne s'applique pas en tant que telle. Donc là, on va être sur du local, en fait, j'imagine. Alors, est-ce que ça, c'est du local? Je sais qu'il y en a beaucoup qui est fait en Europe, hein, de production d'anticorps de chevaux contre des venins pour protéger la population, parce qu'il faut quand même une technicité un petit peu avancée. Donc là, si c'est en Europe, bah, ça va suivre les lois européennes. Si c'est en Afrique ou en Asie, on peut penser qu'effectivement, les contraintes sont moins strictes qu'en Europe. D'accord, très bien. Il me semble qu'il y avait une question. Oui, mademoiselle Alexis. J'avais une question un peu pour votre produit en termes de quantité de venin de serpent qu'il faut. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de serpents, enfin, beaucoup de serpents pour arriver à votre produit final? Alors, comme je l'ai dit, en fait, dès que je découvre une toxine active dans un venin, je produis cette toxine par synthèse chimique. Donc, je n'utilise plus le venin. Le venin me sert que comme source naturelle de candidats thérapeutiques. Dès que j'ai une toxine intéressante, je la fabrique. Et heureusement, parce que comme il faut des dizaines de grammes de toxines, et que cette toxine-là ne représente que même pas 1% de l'ensemble des toxines qu'il y a dans ce venin, c'est un venin qui contient entre 600 et 800 toxines différentes, il me faudrait des tonnes de venin. Et ça serait impossible à obtenir d'abord, ça ne serait pas éthique. Et puis ensuite, même en termes de coûts de production et de qualité que l'on doit obtenir pour injecter chez l'homme, ça serait juste impossible. Donc on passe par des phases de synthèse chimique classiques. D'accord, merci. D'accord. Et Oui, justement, vous il y a une disiez question. tout à l'heure que vous détectiez en fait qu'une molécule soit fabricable en vue de son industrialisation. Comment on arrive justement à savoir qu'une molécule est fabricable par rapport à une autre? Eh ben, on la fabrique et on regarde si c'est faisable. Il y a plein de molécules intéressantes dans les tiroirs de laboratoires qui ont des activités très intéressantes, mais qu'on ne peut pas administrer à l'homme parce qu'elles ne sont pas solubles dans le sang, tout simplement. D'accord, donc vous essayez en fait concrètement de la reproduire et vous voyez si ça fonctionne ou pas en fait, tout Voilà. simplement Et quoi. il y a quelques toxines que j'ai jamais pu reproduire. Donc, D'accord, ça veut dire que si on n'arrive pas à fabriquer, on n'arrive pas à avancer. bien sûr. D'accord, tout à fait, très bien. Oui, mademoiselle? Est-ce que dans le cadre de vos recherches, vous êtes en compétition avec des concurrents ou est-ce que vous êtes tout seul à travailler sur cette molécule? Alors, moi, je suis tout seul à travailler sur cette molécule. Pour deux raisons, en fait. Alors, enfin, les chercheurs qui travaillent sur les toxines animales, on n'est pas très nombreux dans le monde. Donc, comme ça fait 25 ans que je fais ce métier-là, bah, je les connais tous. On se croise dans les congrès, évidemment, et on voit bien sur quoi travaillent les gens. Et moi, je me suis intéressé à une classe de cibles thérapeutiques sur lequel personne ne travaille. Donc, je suis tranquille, j'ai pas de concurrence. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, des toxines, il y en a plusieurs dizaines de millions sur la planète.
Quand il y a quelqu'un qui trouve une nouvelle toxine active sur une nouvelle cible thérapeutique, en général, on lui laisse et on va chercher quelque chose d'autre. Donc, il y a peu de concurrence dans ce domaine-là. D'accord. On prend également toute la mesure de l'importance de votre présence aujourd'hui, vu effectivement la pertinence de vos travaux. Monsieur Rami, oui. Oui, moi, c'est une question plutôt relative à votre brevet. C'était pour savoir si, au moment, par exemple, quand vous avez dit que vous projetiez, par exemple, de vendre votre startup à un moment donné, et moi, c'était pour savoir si, au moment justement de cette vente de startup, est-ce que vous comptiez, est-ce que ça se fait également de céder son brevet, ou bien vous en conservez quand même les droits? Alors, au niveau brevet, Comme, au je me niveau, demande si en fait ça inclut justement en fait la cession du brevet ou simplement enfin, c'est considéré son exploitation. d'accord. Alors, en France, quand un chercheur découvre quelque chose et dépose un brevet, le brevet ne lui appartient pas. Le brevet appartient à son employeur. Donc, les deux brevets que j'ai déposés sur la forme naturelle de la mambacoratine et la 232, qui est la forme améliorée, appartiennent au CEA. D'accord? Et donc, le CEA a pour. Après, chaque employeur, enfin, chaque société ou organisme peut avoir des stratégies différentes par rapport au brevet. La stratégie du CEA, c'est de rester propriétaire de ses brevets. Par contre, V4Cure, la startup, ne peut pas travailler si elle n'a pas l'exclusivité d'exploitation de ses brevets. Et en fait, c'est ça qu'on a mis en place, c'est que le CEA autorise V4Cure à exploiter d'une façon exclusive, bien sûr, c'est-à-dire que le brevet ne va pas être donné à une autre startup, l'exploitation des brevets. Si on a la chance d'être racheté d'ici quelques années, eh ben, c'est la pharma qui va nous racheter, qui va, elle, avoir le droit d'exploiter les brevets. Donc voilà comment ça se passe. Il y a pas, en tout cas, le CEA, lui, il fait comme ça, c'est-à-dire il reste propriétaire des brevets. Il donne, enfin, il donne pas, il vend l'exclusivité d'exploitation des brevets, d'abord à la start-up et puis ensuite à la pharma qui prendra le relais. Monsieur Becker. Je voulais vous demander, s'il vous plaît, donc vous comptez vendre votre brevet donc, à une entreprise qui va fabriquer le médicament. Et donc, du coup, votre recherche, elle va s'arrêter à ce moment-là ou ou vous allez passer à autre chose comme ça directement, ou vous allez continuer à suivre quand même l'évolution du médicament que vous comptez développer? Alors, quand un chercheur monte une start-up, comme j'ai fait, on va dire, pour faire simple, il y a deux solutions. Soit il quitte le labo et il se met à 100% dans la start-up pour travailler sur le développement thérapeutique du produit. Moi, ce n'est pas l'option que j'ai prise. Moi, j'ai pris l'option d'être aussi bien dans la start-up qu'au labo. Donc, moi, je fais les deux. C'est-à-dire que j'assume la partie scientifique de la start-up. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de découvrir de nouvelles molécules ou d'améliorer les molécules existantes. Donc, je continue mon travail de recherche au laboratoire. Et en ce moment, je travaille sur un autre axe de recherche qui utilise la 232 comme agent de diagnostic de cancer. Donc, c'est une autre exploitation de ces qualités pharmacologiques, non plus donc pour faire de la thérapie, comme je vous l'ai montré, et ça c'est le but donc de V4Cure, hein, vous l'avez compris, d'amener le produit le plus loin possible, enfin, jusqu'en phase 2, mais là d'ouvrir un nouvel axe de recherche d'utilisation de cette molécule comme agent de diagnostic de cancer. En fait, juste pour vous dire un petit mot là-dessus, le récepteur qui est ma cible thérapeutique, le V2R, il n'est exprimé que dans le rein. Donc, si vous faites de l'imagerie in vivo avec la 232, il n'y a que le rein qui s'allume. Mais il y a des tumeurs cancéreuses qui expriment d'une façon anormale le V2R. Et donc, si on arrive à
allumer une tumeur en dehors du rein, enfin, si on arrive à voir quelque chose qui est marqué en dehors du rein, ça veut dire qu'on a un cancer. Et donc, c'est cet axe-là sur lequel je travaille actuellement. D'accord. Oui, donc c'est vraiment intéressant parce que finalement, un axe de recherche peut vous faire découvrir aussi des pistes pour d'autres maladies, en fait. Oui, oui, absolument. Enfin, ce qui drive tout ça, c'est la qualité pharmacologique de la molécule. D'accord. Elle n'a pas que des qualités, elle a aussi des défauts, cette molécule, mais elle a beaucoup de qualités. Et notamment, on peut lui mettre une molécule, on peut la marquer pour faire de l'imagerie fluorescence ou pour faire de l'imagerie TEP et s'en servir comme outil de diagnostic. Et donc, en fait, c'est comment exploiter au maximum les ressources d'une molécule unique pour développer un maximum d'outils, outils thérapeutiques, outils de diagnostic ou outils de recherche, évidemment. D'accord. Donc, en fait, il y a une possibilité infinie, entre guillemets, d'avancer dans cette recherche et de trouver finalement de nouvelles applications, en fait. Absolument. C'est-à-dire que j'en ai encore pour quelques années, donc j'aurais fait 20 ans sur cette molécule. Ah, c'est vraiment passionnant. D'autres questions? Non, ça va pour tout le monde? Bon, bah, écoutez, on vous remercie vraiment très sincèrement, cher Nicolas. Vraiment, c'était passionnant. Je pense que ça a intéressé vraiment tout le monde, vraiment aussi dans votre parcours, puisque vous ne vouliez pas au départ créer de start-up, vous m'aviez dit, et Oui, finalement, absolument, oui, parce que c'est énormément de travail. Donc, voilà, il y a des choix aussi à faire de, de, de compatibilité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. oui, tout à fait, je comprends l'idée, mais c'est vrai que le fait aussi que vous puissiez rester au laboratoire et que ce soit votre choix, je pense que c'est aussi un bon choix parce que ça vous permet voilà, d'envisager aussi l'avenir avec la suite de vos recherches qui ne se concentrent pas uniquement sur cette pathologie en tant que telle, en fait. Absolument. D'accord. Bah, écoutez, on vous remercie vraiment très sincèrement. Je pense qu'on peut Merci à encore vous. vous applaudir. Merci. Je vous en prie. Merci, à très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.